Bonjour à tous et à toutes, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le député académicien que nous attendons avec impatience, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. Je vous entends pas très bien. Hein. On n'entend pas très bien, donc je vais me rapprocher. Est-ce que c'est mieux? Sinon, je peux prendre un casque. Entendez-vous mieux? Je vous entends là. Très bien. Donc je précise, justement, je vous prie en préambule d'excuser les emports que cette cérémonie ne manquera pas de faire aux habitudes protocolaires. Et je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il en est du protocole de aujourd'hui les événements hybrides, avec des personnes à distance et des personnes sur place. Et je vous précise que cette séance Zoom est enregistrée, et afin que les personnes qui n'ont pas pu y participer puissent la voir après. Donc, vous en êtes avertis. Je remercie à nouveau quelques minutes les personnes connectées de bien vouloir veiller à ce que leur micro reste coupé. Et j'ai l'impression que tous les micros ne sont pas coupés parce que j'entends un petit écho. Et le micro des intervenants sera ouvert au fur et à mesure. Comme vous avez sans doute pu voir le fil de discussion, le chat ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à réagir. Des interactions privées. Alors, ma voix est métallique. Est-ce que ça va? Je ne vous vois pas particulièrement tous en même temps. Vous m'entendez correctement? Pas très bien. Ça va mieux maintenant. Les micros ne sont pas coupés, c'est pour ça que la voix est métallique et qu'il y a un écho. Ah, c'est ça. Parce que sinon, ça fait 2 jours que je fais du Zoom comme ça et ça marchait bien. Donc, je peux aussi essayer avec un casque, mais en général, c'est moins bien. Non, ça marche bien maintenant, c'était tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Merci Claire. Donc, je salue par ailleurs effectivement toutes les personnes physiquement présentes à Alger, dont certaines, je crois, ont fait un long voyage, un bien long voyage. C'est évidemment un immense honneur pour moi de présider le jury de mathématiques Maurice Audin, à la suite de Pierre-Louis Lyons, de Vanneline Werner et de Cédric Villani. Et c'est également un grand plaisir d'animer cette cérémonie, même si, effectivement, vous l'aurez constaté, elle est un peu particulière. Nous aurions aimé pouvoir faire à Paris comme à Alger. Nous aurions eu alors un événement conjoint inédit et, je pense, bien plus chaleureux, même si je ne doute pas que sur Alger, l'événement soit chaleureux. Mais la situation sanitaire en a décidé autrement et il aurait été dommage de repousser encore cette cérémonie à une date incertaine. Je voulais dire aussi que je garde un souvenir ému des cérémonies du prix Audin qui ont eu lieu il y a presque exactement 2 ans. La cérémonie à Alger, tout d'abord, où j'avais rejoint Cédric Villani et Ngo Baucho à l'issue de leur tournée dans différentes villes du pays. Ce fut pour moi un événement exceptionnel et je remercie encore les organisateurs pour leur merveilleux accueil. Et puis la cérémonie plus modeste que nous avions organisée à Paris à l'IHP. Nous avions encore la chance d'avoir Madame Josette Audin avec nous à ce moment-là. Et je voudrais saluer ici sa mémoire, ainsi bien sûr que celle de Maurice Audin, que nous célébrons aujourd'hui à travers ce prix. 2 ans se sont donc écoulés depuis. C'est l'intervalle normal entre 2 prix Audin, comme cela avait été décidé en 2012. Et encore, en 2018, c'était en fait le prix 2016 qui était officiellement remis. Le délai est tendu à plusieurs facteurs, dont malheureusement le décès de notre collègue Gérard Tronel, qui portait le prix avec toute son énergie, et des faits politiques qui seront évoqués au cours de cette cérémonie. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de millésime 2018 que le jury, cette année, a décidé de remettre 4 prix, comme ça a été annoncé dans l'invitation. Alors, le déroulé de la cérémonie, tel que nous l'avons imaginé, comprend en principe 3 discours avant l'annonce des lauréats, donc par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche algérien, Abdelbaki Benziane, Monsieur l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, et en principe, Cédric Villani, membre de l'Académie des sciences et également député. Et d'autres discours suivront, donc nous aurons les lauréats, bien entendu, et d'autres discours suivront leurs interventions. Et donc, j'aurai le plaisir à chaque fois d'introduire les orateurs suivants. Donc, sans tarder, je vais donner maintenant la parole à M. Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche algérien. C'est à vous, monsieur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Algérie, Mesdames et Messieurs les membres du jury,
Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues d'ici et de la rive nord, à vous tous et tous, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace numérique qui nous a permis de dépasser les contraintes liées à la pandémie et de nous réunir malgré la distance. Mesdames et Messieurs, je ne saurais commencer mon allocution sans présenter en premier lieu mes plus sincères remerciements aux organisateurs des deux rives de la Méditerranée de cette cérémonie de remise des prix de mathématiques, un prix qui se tient traditionnellement biannuellement et qui, pour des impératifs nationaux, n'a pu se tenir l'an dernier. Mes remerciements vont aussi à tous les membres du jury à qui a incombé la délicate tâche de sélectionner les lauréats. La cérémonie dont la date est fixée chaque année au 16 décembre, en hommage au défunt Maurice Audin. Nous donnons l'occasion aujourd'hui de nous recueillir à la mémoire de celui dont l'engagement pour la cause algérienne l'a conduit au sacrifice suprême. Prononcer prix Maurice Audin est une circonstance pour nous en Algérie évocatrice d'une fraternité généreuse qui, au-delà des divergences conjoncturelles, nous rappelle à l'ordre de l'humain. C'est également pour commémorer le combat d'un révolutionnaire qui a choisi au nom d'un idéal, celui de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de rejeter la violence et l'oppression. Maurice Audin aurait pu faire un choix plus confortable puisque du fait de sa jeunesse, un avenir s'offrait à lui très probablement prometteur, celui d'un universitaire et d'un mathématicien de talent. Ce n'est pas cette voie qu'il a choisie. La sienne place la liberté, l'égalité et la fraternité au-dessus de tout, ainsi que le respect inconditionnel de la volonté des peuples à tracer eux-mêmes leur propre chemin. À nous à présent de transmettre aux générations qui nous succéderont cette belle leçon de courage et de faire en sorte que les sacrifices de Maurice Audin et de milliers d'anonymes ne soient pas vains. C'est là tout le sens de cette journée qui nous rappelle le défunt Maurice Audin, le shahid, le martyr. En Algérie, des places, des rues et une école nationale polytechnique d'Oran ont été baptisées de son nom. De nombreux ouvrages et d'articles journalistiques rendent compte de son itinéraire révolutionnaire. J'ai été très heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, en France aussi, bien, le nom d'Audin distingue une place parisienne. Mesdames et messieurs, Maurice Audin, par son souvenir mémoriel et par son profil de mathématicien, nous donne désormais cette chance de tourner une page de l'histoire éprouvante de notre pays et de renforcer les liens d'amitié et les partenariats scientifiques qui unissent nos deux pays, sans pour autant que ne tombe dans l'oubli cette mémoire collective sacrifiée. C'est par des actions telles que celles pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui que nous pouvons conjuguer nos efforts et renforcer nos échanges afin de pouvoir nous acheminer vers un avenir serein, construit sur une coopération basée sur une confiance mutuelle et sur un partenariat gagnant-gagnant. Certes, l'événement qui nous rassemble le 16 décembre a trait à l'homme, Maurice Audin, mais il a également trait à sa discipline, les mathématiques, devenues désormais l'ossature de tous les domaines scientifiques. La mathématique est le langage universel, une sorte d'espéranto entre toutes les sciences. C'est à travers elle que nous communiquons avec la nature. C'est par son biais, souvent exclusif, que cette nature nous dicte ses lois fondamentales, et bienheureux est celui qui, à son écoute, parvient à les entendre, à les comprendre, à les exprimer dans un langage transmissible. Promouvoir la recherche en mathématiques est une nécessité stratégique, absolue, pour toute société qui aspire à être partie prenante du concert des nations développées. En tant que premier responsable du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, nous avons pleinement conscience que la promotion de l'enseignement et de la recherche en mathématiques ne passe pas uniquement par la promulgation de textes de bonne volonté, mais bien par l'élaboration d'une réflexion mûre, d'une stratégie à moyen et long terme, par des investissements en moyens suffisants
afin de la doter d'une nouvelle impulsion apte à lui permettre dans l'avenir le plus proche à rivaliser avec les meilleurs de ses artisans. Les mathématiques en Algérie disposent de potentialités certaines pour y parvenir. À ce titre, et dans le cadre du plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et à travers une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, nous envisageons de lancer dès la rentrée universitaire 2021-2022 une école supérieure dédiée aux mathématiques sur le campus de Sidi Abdallah à Alger. Cette école supérieure viendra promouvoir la qualité et se concrétisera dans la coopération, l'encouragement de la collaboration entre chercheurs, la facilitation des échanges afin d'apporter une valeur ajoutée au développement du pays et à son rayonnement. Le même objectif stratégique est assigné à la création du Haut Institut de mathématiques. Promouvoir la recherche en mathématiques est une nécessité stratégique absolue. Et c'est dans cet objectif d'entraide, de collaboration et d'enrichissement mutuel qu'est organisé ce prix qui distingue les meilleurs travaux de recherche en mathématiques. Je ne veux pas manquer, pour conclure, d'adresser mes plus vives félicitations aux lauréats du prix Maurice Audin dans sa version 2020. Ils ont concouru parmi bien d'autres mathématiciens de talent pour décrocher cette distinction qui met en valeur, au-delà de l'excellence, l'idée de l'engagement total, l'idée du don de soi. Je ne voudrais pas clore non plus cette intervention sans adresser mes plus vifs remerciements à toutes ces personnes qui se sont investies pour qu'un tel événement puisse avoir lieu. L'Institut Henri Poincaré, en la personne de sa directrice, le professeur Sylvie Benzouni, la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, en la personne du professeur Hafid Awrak, ainsi que l'ensemble des membres du jury. Que toute l'assistante ici présente en soit également remerciée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur. Je suppose que vous avez des applaudissements sur place. On ne peut pas faire ça en ligne très facilement, on peut le faire visuellement. Enfin, je peux essayer de faire du bruit dans ton micro. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps de peut-être rejoindre votre siège. Et donc, dans le déroulé que je vous avais annoncé, donc je vais maintenant donner la parole à monsieur l'ambassadeur de France en Algérie, monsieur François Gouillette. C'est à vous. Merci, merci Sylvie. Je suis particulièrement heureux et honoré d'être avec vous et je dirais à titre personnel même touché. Pourquoi? Parce que je l'ai dit à Pierre lorsque nous sommes parlé l'autre jour pour la première fois, pour moi cela renvoie à des souvenirs anciens, souvenirs d'un demi-siècle quand j'ai découvert l'Algérie adolescent. Au début des années 70, je passais mes vacances chaque été dans une famille qui avait connu Maurice Audin, qui avait milité avec Maurice Audin, et je citerai notamment le nom de Yahya Briki, qui était un ancien condamné à mort, qui était avec Maurice Audin en 1956. Et j'ai connu aussi par Yahya une dame française qui avait aussi combattu avec lui et milité avec lui, Annick Castel, que certains ont peut-être connu, dont ils se souviennent. Voilà, c'est effectivement avec une certaine émotion que je participe à cette rencontre et aussi parce qu'il y a eu, depuis lors, bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu aussi ce geste que le président de la République, Emmanuel Macron, a fait en se rendant quelques mois avant son décès au domicile de Josette Audin pour rendre hommage, en quelque sorte, au courage qu'elle avait manifesté sans relâche depuis les années 56 pour que la vérité soit faite sur la disparition de son mari et aussi parce que le président de la République française est attaché à ce que effectivement la vérité nous guide dans, je dirais, cet effort mémoriel que nous souhaitons entreprendre, d'abord entre nous, entre Français, mais aussi avec nos amis algériens, s'ils le souhaitent. C'est tout le sens de la mission qu'a confiée, comme vous le savez, le président de la République à Benjamin Stora, qu'il doit
voilà, qu'il a entrepris par la préparation d'un rapport qui doit être présenté, de propositions en tout cas, qui doivent être présentées au président de la République prochainement, et puis également ce duo qu'il devrait former avec Abdelmajid Chehri, qui est effectivement le directeur des archives, conseiller du président Tebboune pour les affaires mémorielles. Je crois qu'il y a un champ à explorer de chaque côté, si la bonne volonté est de mise, en France comme en Algérie. En tout cas, du côté français, il y a une volonté indéniable et elle s'est manifestée, on l'a vu à l'occasion notamment bien sûr, de cette visite, mais aussi par la suite de gestes qui ont été faits, notamment la remise des crânes de 24 combattants algériens tués en 1839 au moment des combats avec l'armée française. Voilà, donc ça c'était un petit peu la touche, je dirais, un peu personnelle, et aussi pour resituer le contexte, je dirais, pour resituer ça dans le contexte de notre relation bilatérale avec l'Algérie. Maintenant, sur le prix lui-même, je simplement souhaite, sans être trop long, mentionner la contribution qu'apporte l'ambassadeur à travers son service de coopération à cet exercice. Hein. Il y a un effort collectif. Hein. Nous avons créé avec le ministère supérieur, le ministère supérieur de la recherche scientifique algérien. Je tiens à saluer le ministre pour sa présence, sa participation. Ma'ali al-Wazir, نحن مشرفين بحضوركم. Donc nous avons créé avec nos amis algériens une chaire algéro-française en mathématiques. Cette chaire porte le nom de Maurice Audin et elle bénéficie également du soutien du CNRS. Voilà, et elle renforcera donc, on l'espère, nos échanges qui sont déjà prolifiques dans cette discipline de part et d'autre de la Méditerranée. L'ambassade de la France a aussi choisi de nommer Maurice Audin, le nouveau laboratoire de formation des enseignants en mathématiques du lycée international Alexandre Dumas, donc le lycée français d'Alger. Et quant à Pierre Audin, son fils, dont je salue évidemment la présence, il a, quant à lui, été un pionnier pour la pédagogie des mathématiques en créant l'association Math en Jeans en 90 avec le mathématicien Pierre Duchet, le professeur René Veillet et 26 élèves. Les mathématiques et plus généralement la science, vous êtes pour beaucoup d'entre vous des scientifiques, sont la sève de nos sociétés modernes, et je formule donc le vœu que notre relation bilatérale franco-algérienne, qui est si riche déjà, soit exemplaire et ambitieuse en matière de coopération scientifique. Et je compte évidemment sur, je dirais, la relation que j'espère pouvoir bientôt nouer avec le ministre de l'enseignement supérieur pour que nous puissions travailler ensemble dans cette direction. Voilà, écoutez, je ne vais pas être plus long, naturellement j'adresse par avance mes félicitations aux lauréats du prix, et je vous remercie de m'avoir convié à cet exercice. Merci. Merci beaucoup, M. Bouillette, pour votre intervention. Je parle plus fort, donc applaudissons aussi. Moi, je vous m'entendais peut-être, mais je me sens un peu seule à applaudir dans mon bureau. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à, je crois, mon collègue Cédric Filani, que je ne présente plus, qui a de multiples casquettes et actuellement membre de l'Académie des sciences et député et président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Donc voilà, Cédric, dans la rue, c'est ça? Merci, chère Sylvie. Dans une cour, c'est bien d'être en plein air autant que possible en ces temps de Covid. Et puis, je m'apprête à entrer dans le débat parlementaire sur la stratégie vaccinale dans laquelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques fera une petite intervention sur ce dossier de stratégie vaccinale, éclairant les collègues. Chers collègues de France, collègues d'Algérie d'ailleurs, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, chère Sylvie, c'est avec émotion que je me retrouve parmi vous aujourd'hui, même si c'est virtuellement, encore une fois pour évoquer des événements forts et des jalons forts pour la France, pour l'Algérie, pour les relations internationales, à bien plus d'un titre. Une date, une triste date qui a été rappelée bien des fois ces dernières années et ces dernières décennies, le 11 juin 1957, le jour où Maurice Audin, alors jeune mathématicien français, était arrêté à son domicile par l'armée française et sa famille ne l'a jamais revu. Et c'était le début de plus de 60 ans pendant lesquels l'affaire Audin a été un symbole à plus d'un titre. Un symbole d'engagement d'un scientifique pour une grande cause humaine, l'indépendance de l'Algérie, un symbole du courage d'un jeune militant, une icône pour sa famille mathématicienne, une icône pour sa famille communiste, une icône pour sa, bien sûr,
pour tous ses amis, ses proches, et pour tous les amoureux et combattants de la liberté. Une icône démocratique aujourd'hui encore pour tous les Algériens. La place Maurice Audin à Alger n'est-elle pas la place dans laquelle se rassemblent les Algériens chaque fois qu'ils souhaitent exprimer leur amour de la liberté? Plus de 60 ans après le combat de Maurice Audin, la République française, en la personne du président Macron, a reconnu la responsabilité à l'époque de l'État français, non seulement dans l'arrestation, la torture, l'exécution de Maurice Audin, mais aussi dans l'existence à l'époque d'un système organisé de torture. Une date historique, c'était le 13 septembre 2018, je m'en souviens comme si c'était hier, la visite du président Macron à la veuve de Maurice Audin, Josette, aujourd'hui disparue. Je me souviens aussi très bien du grand tremblement médiatique à la veille de la fête de l'UMA, la tournée de conférences qui a suivi, en particulier, les conférences scientifiques qui ont suivi, en particulier avec mes compatriotes Pierre Audin, Go Bao Chao, que je vois ici aussi. On a eu Pierre en particulier beaucoup d'événements dans lesquels on s'est retrouvés à cette occasion. Je me souviens du regard, de l'admiration extraordinaire du vigile dans l'aéroport à notre arrivée à Alger. J'étais accompagné de Pierre Audin et je peux vous garantir que, fils de Maurice Audin, j'ai pu voir à quel point c'était quelque chose qui éveillait une admiration extraordinaire et j'ai senti ce jour-là la force de ce symbole extraordinaire. Allô ? Et combien je pouvais être fier aussi. Si vous pouvez tourner les micros, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas. Voilà, et je me souviens aussi comme elle était fière que la France ait pu être là pour cette reconnaissance de septembre 2018. Une reconnaissance qui n'était pas là pour accuser quelqu'un en particulier, mais pour une reconnaissance pour dire la vérité et pour permettre aux plaies de se penser, aux débats de se tenir. J'ai pu constater bien des fois à quel point il y avait besoin de faire ce débat, y compris dans des contextes très émotifs, par exemple avec d'anciens combattants de la guerre d'Algérie. Et ça fait partie de ce travail de mémoire, de vérité, de transparence qui est tellement important, dans lequel tout n'est pas gagné, dans lequel il y a le travail de Benjamin Stora que vous évoquiez, qui est très attendu, pour lequel il y aura aussi beaucoup de communication et de débats à venir sans doute en janvier. La question de l'accès aux archives sur laquelle, avec beaucoup d'autres, nous avons pu manifester notre inquiétude, notre volonté que davantage soit fait, mais de façon générale, ces questions et ces relations franco-algériennes tellement importantes, il faut parler et parler encore. Au cours de ces 60 ans de persévérance, tant de monde a pris la parole. Il y a eu des historiens, il y a eu des militants, des citoyens, des mathématiciens, des grandes figures comme Pierre Vidal-Naquet, comme Maurice Allègre, comme Laurent Schwartz. Il y a eu Michel Brouet, que j'ai vu dans les participants ici, Pierre Mansat, que j'ai vu aussi ici. Une pensée particulière pour Claire Hoquet, pour le regretter Roland Rapaport, pour le regretter Gérard Tronel, qui a réhabilité le prix Audin, qu'il a installé comme une des missions de l'Institut Henri Poincaré et qui a tant fait pour donner à ce prix sa forme actuelle. Un prix tourné vers le mérite scientifique, un prix tourné vers la coopération entre la France et l'Algérie, un prix tourné vers les jeunes, tourné vers l'avenir, comme il se doit. Et je n'ai pas cité les historiens, si j'avais cité Benjamin Stora, Raphaël Branche et d'autres historiens avaient joué ce rôle. Et on le sait bien, l'éclairage de la mémoire est tellement important pour avancer vers le futur. C'était un aboutissement partiel, il y a tant à faire encore. Pour Maurice Audin, l'engagement scientifique allait de pair avec l'engagement politique. Il est indispensable qu'aujourd'hui, on se souvienne encore à quel point le progrès scientifique, le progrès de l'humanité sont liés et doivent se faire dans la bonne entente et dans l'harmonie mutuelle entre les peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Et donc, je crois que tu vas devoir nous laisser, c'est ça? Je vais devoir vous quitter, je suis désolé, pour aller écouter le Premier ministre faire sa déclaration et puis préparer mes propres interventions. Ce seront 5 minutes chronométrées dans lesquelles chaque mot comptera. Eh bien, merci d'être passé par ici, malgré tout. Merci. À votre service et à bientôt. Je vois beaucoup d'amis ici, je n'ai pas le temps de tous les saluer, mais je pense à eux tous et je me réjouis par avance de pouvoir les voir quand nous pourrons voyager à nouveau. Merci beaucoup. Alors, voici le moment attendu de l'annonce des lauréats. Alors, pour faire l'annonce, les membres du jury sont tous là. Donc, je vais commencer quand même par vous les présenter rapidement. Dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille, nous avons
Boumediene Abdelaoui, qui est professeur à l'université de Tlemcen, au département de mathématiques, et qui avait reçu lui-même le prix Odin en 2010. J'espère ne pas faire d'erreur, hein, à force de manipuler les choses. Ensuite, notre collègue Ngo Baucho, c'est bien qui a parlé, qui est professeur aujourd'hui à l'université de Chicago, au département de mathématiques, médaille Fields 2010 et également prix Odin 2016, puisque effectivement, il faisait partie des lauréats qui ont été célébrés à la fin 2018. Bon, moi-même, évidemment. Et ensuite, Kader Bouyakoum, professeur à l'université d'Oran en mathématiques, qui est également là au titre de la Direction générale de la recherche scientifique et technologique, bien suivi. Farid Mokrane, qui est professeur à l'université Paris 8 au laboratoire Analyse, Géométrie et Application. Emmanuel Trilla, professeur à la Sorbonne Université au laboratoire Jacques Lyons, qui avait reçu le prix Odin en 2010. Et enfin, Claire Voisin, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, professeure au Collège de France et médaille d'or du CNRS en 2016. Donc ce jury prestigieux, j'ai été vraiment tout à fait impressionnée de le présider. Et ce jury a donc attribué, comme je vous l'ai dit, 4 prix. Alors je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer un petit visuel. Et ensuite, je passerai la parole à Ngo Baucho pour faire l'annonce des 4 lauréats. Et ensuite, nous présenterons un petit peu plus en détail les lauréats et nous dire. Alors, voilà, après j'ai toujours un moment de solitude pour savoir ce que vous arrivez à voir quand je partage mon écran. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si c'est bon? Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez Oui, moi je vois. Ok, merci. Donc, ça c'est juste la page de garde, donc je vais maintenant peut-être me mettre en plein écran. Et donc, je vais normalement montrer les lauréats et je vais laisser la parole à Ngo Baucho pour les annoncer oralement. Ngo Baucho. Petit problème de micro peut-être. J'ai perdu la présentation. Go, il faut que tu mettes ton micro. J'arrête de partager un instant. On n'entend pas. Excuse-moi le petit retard là-dessus. Je vais repartager pendant que tu parles. Donc, au nom du comité de sélection du prix Maurice Audin, j'ai l'honneur d'annoncer le nom des lauréats. Anne-Laure Dalibard, professeure à Sorbonne Université. François Delarue, professeur à l'Université de Côte d'Azur, laboratoire Jean Dieudonné. Jean-Alexandre Dieudonné. Mohamed Hichem Mortad, professeur à l'Université d'Oran. Et Ali Moussaoui, professeur à l'Université de TFM. Et voilà, donc je vous redonne la parole, Cindy. Merci. Excusez-moi, je suis obligée d'arrêter de partager mon écran, sinon je ne vois absolument plus du tout. Donc voilà, félicitations aux lauréats. J'aurais aimé peut-être qu'on puisse ouvrir les micros, mais je suis pas sûre que vous puissiez faire un applaudissement, un tonnerre d'applaudissements. Je ne sais pas si ça va marcher. Ensuite, il faut les recouper. Voilà, merci pour eux. Vous pouvez effectivement aussi utiliser les fonctionnalités de Zoom pour montrer des petites mains qui applaudissent. Donc, voilà, maintenant que vous connaissez leur nom, vous allez pouvoir les entendre. Alors, on a décidé d'un ordre et je donne la parole à Farid Mokrane pour présenter Anne-Laure Dalibard. Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon?
Tout à fait. Je suis ravi d'introduire Anne-Laure Dalibard, donc professeur à Sorbonne Université, au laboratoire Jacques-Louis Liance. Anne-Laure est docteur en 2007 de l'Université Paris-Dauphine, actuellement PSL. Elle a fait sa thèse sous la direction de Pierre-Louis Liance. Ensuite, en 2013, elle a soutenu son habilitation à diriger des recherches à l'Université Paris Diderot, actuellement Université de Paris. Donc, elle est âgée de 38 ans. Elle est membre junior. Elle vient d'être membre junior de l'IUF, l'Institut universitaire de France, donc depuis 2020. Et elle était lauréate d'un projet ERC, European Research Council, de 2015 à 2020. Donc, Anne-Laure est spécialiste de l'analyse mathématique des phénomènes multi-échelles en mécanique des fluides. Ses travaux ont des applications dans le domaine de l'océanographie, par exemple dans la compréhension des différents types de couches limites intervenant dans l'analyse des courants océaniques. Anne-Laure a organisé un trimestre thématique à l'IHP sur les mathématiques du climat et de l'environnement. Je tiens aussi à signaler qu'elle a encadré, entre autres, un post-doctorat, le post-doctorat de Amina Mecherbet, qui est chercheuse algérienne originaire de l'université de Tlemcen. Je lui cède donc la parole pour une présentation courte de ses travaux. À toi, Anne-Laure. Merci, Farid. Alors, je vais arrêter à nouveau de partager l'écran et je vais permettre en principe à Anne-Laure de partager le sien si jamais tu veux montrer quelque chose. Alors, Anne-Laure, es-tu là déjà? On a perdu Anne-Laure. Elle était bien là tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un dans les fenêtres de la galerie a des nouvelles d'Anne-Laure Dalibard? Je n'ai pas constaté qu'elle était plus avec nous, donc c'est dommage qu'elle n'a pas parlé l'application. Elle était avec nous, mais bon. Bon, on vient de la perdre. Anne-Laure, je te vois. Ah. Donc, alors, je vais te nommer co-animatrice, à moins que tu n'aies pas de support à partager. Si, j'ai un support. Je suis désolée, j'ai eu un problème de Wi-Fi. Bon. La technique, parfois, nous joue des tours. Voilà, donc je te nomme co-animatrice pour pouvoir que tu puisses partager ton écran. Très bien, merci beaucoup. C'est bon? Oui. Vous voyez? Très bien. Vous m'entendez bien aussi? Très bien. Tout d'abord, désolé pour le problème de Wi-Fi, mais je voudrais dire que je suis très honorée que le jury ait choisi de distinguer mes travaux et j'en suis infiniment reconnaissante. Je suis également très touchée de recevoir ce prix qui a une portée historique considérable et je suis très émue de participer à cette cérémonie, même à distance. Et enfin, je suis très heureuse de participer aussi de cette façon à la longue tradition historique d'échanges mathématiques entre l'Algérie et la France. Donc, merci pour tout ça. Et donc, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de mes travaux récents. Donc, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur des problèmes de couches limites en mécanique des fluides. Et donc, je voudrais ici expliquer en des termes pas trop techniques ce dont il s'agit. Donc, la problématique générale est la suivante. Donc, dans un certain nombre de situations physiques, on a un fluide, donc par exemple de l'air ou de l'eau, qui s'écoule au voisinage d'un obstacle. Donc ici, vous voyez la vue en coupe-tunnel d'avion, par exemple. Et en fait, les propriétés du fluide font que l'écoulement est très différent lorsqu'on est loin de l'obstacle ou lorsqu'on est au voisinage de l'obstacle. Et donc, en particulier, il y a une zone très petite en espace dans laquelle le fluide varie énormément au voisinage de la paroi. Et c'est cette zone qu'on appelle une couche limite, ou boundary layer en anglais. Donc c'est un phénomène qui, par définition, est multi-échelle, parce qu'on va regarder d'une part une échelle macroscopique
qui va décrire le comportement du fluide loin de l'obstacle, et puis d'autre part une échelle microscopique pour décrire ce qui se passe juste au voisinage de l'obstacle ici. Donc je vais expliquer un peu maintenant comment est-ce qu'on le met en équation, en m'appuyant sur l'exemple un peu historique des couches limites qui sont celles de Prandtl. Et donc la problématique de Prandtl au début du XXe siècle était c'était un ingénieur en aéronautique, et c'était la suivante. Donc quand on regarde un fluide qui est très visqueux, donc par exemple du miel, c'est un fluide qui adhère parfaitement à la paroi et qui est relativement bien décrit par des équations qui sont dites des équations de Navier-Stokes, donc avec un terme visqueux. En revanche, quand on regarde un fluide qui n'est pas trop visqueux, comme de l'eau dans les régimes habituels, là, pour le coup, on a un phénomène de glissement sur la paroi. Et le fluide est décrit par un autre jeu d'équations, qui sont les équations de l'air. Et donc, on se demande ce qui se passe quand les fluides sont peu visqueux. Qu'est-ce qui se passe au voisinage de la paroi? Donc, on introduit un nombre qui s'appelle le nombre de Reynolds, qui est le quotient de la vitesse typique du fluide fois une longueur typique sur la viscosité cinématique, qui décrit précisément ces effets visqueux. Et ce que Ludwig Prandtl avait décrit, c'est qu'il y a une couche limite. Donc, quand la viscosité est très petite, du coup, le nombre de Reynolds est très grand. Donc, un fluide peu visqueux, le Reynolds c'est grand. Et par conséquent, il y a une couche limite qui est de taille proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du nombre de Reynolds, près de la paroi. Et c'est dans cette couche que les effets visqueux auront une importance conséquente. Et en dehors de cette couche, il y a le fluide sera gouverné par des équations de l'air, c'est-à-dire par des équations non visqueuses. Et dans la couche, donc, qui raccorde en fait le comportement visqueux au comportement peu visqueux, il y a un jeu d'équations spécifiques qui sont appelées les équations de Prandtl. Donc là, ce que j'ai décrit pour le passage de visqueux à non visqueux, c'est vraiment la pierre angulaire des équations de Prandtl, mais en fait, il y a beaucoup d'autres exemples, et en particulier sur lesquels j'ai travaillé, en océanographie, donc qui décrivent par exemple des couches dans un fluide en rotation rapide, qui sont appelées les couches d'Ekman, qui ont été décrites à peu près à la même époque. Et puis aussi les courants près des bords ouest, donc qui sont par exemple le Gulf Stream près de la côte américaine, ou alors le courant Kuroshio au Japon, et qui pour le coup ont plutôt été décrits dans les années 50 par Walter Munk. Alors là, dans les cas les plus simples, ces équations-là sont nettement plus faciles à étudier que l'équation de Prandtl, parce que c'est juste des équations différentielles linéaires à coefficients constants, mais dans les cas physiquement réalistes, ça devient nettement plus, donc on prend en compte des bords courbes, des géométries, etc. La situation devient nettement plus compliquée, et c'est là que le travail des mathématiciens devient important. Du coup, les questions mathématiques qu'on se pose sur les phénomènes de couches limites peuvent être les suivantes. D'abord, on peut s'interroger sur le caractère bien posé des équations elles-mêmes. Est-ce qu'on a existence et unicité des solutions? Si oui, dans quels espaces de fonctions ou pour quelles données initiales? Ensuite, on peut essayer de décrire qualitativement les solutions qu'on a obtenues par des théorèmes un peu abstraits, savoir si elles explosent, si elles sont stables ou non. Et enfin, on peut essayer de justifier rigoureusement l'asymptotique qui avait été proposée par exemple par Prandtl lorsqu'il y a un petit paramètre dans l'équation. De dire que la vraie solution, si tant est que ça ait un sens, est bien décrite par ce qui se passe dans la couche limite. Donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu plus précisément de ce sur quoi j'ai travaillé moi. Donc, j'ai travaillé en particulier sur l'équation de Prandtl dans un cadre stationnaire. Et avec Nader Masmoudi, on a démontré, on a justifié rigoureusement l'apparition d'une singularité qui était connue par les ingénieurs, mais qui n'avait pas été décrite mathématiquement auparavant, et qui décrit un phénomène de séparation dans la couche limite. Donc c'est la singularité dite de Goldstein. Et dans un cadre un peu plus océanographie, j'ai beaucoup étudié des cas qui sont dits dégénérés, qui sont des cas où en fait la taille de la couche limite qui est prédite par une analyse un peu formelle va dépendre soit du point du bord considéré, donc de la géométrie, soit de la fréquence, donc d'un point dans l'espace des phases. Et donc en certains points, elle peut tendre vers l'infini, ce qui devient absurde, parce que sur la taille de la couche limite qui est censée être petite tend vers l'infini, on a une situation qui est un peu contradictoire. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de théorie générale, il faut faire un traitement un peu au cas par cas. Et donc c'est ça que j'ai fait avec un certain nombre de co-auteurs, entre autres avec Christophe Prange, David Girard-Varret, ou avec Laure Saint-Raymond pour le phénomène de dégénérescence géostrophique, et plus récemment avec Roberta Bianchini également.
Donc maintenant, je vais terminer par quelques problèmes ouverts, donc toujours un peu autour de l'équation de Prandtl. Donc là, ce que vous voyez sur la photo, c'est la vue en coupe d'un fluide peu visqueux au voisinage d'un cylindre. Donc le cylindre est perpendiculaire au plan de l'ordinateur. Et donc vous voyez un fluide comme ça qui arrive sur ce cylindre, et vous voyez qu'au début, il suit gentiment le bord du cylindre, et à un moment donné, ici, il se décroche. Donc ce qu'on a fait avec Nader Masmoudi, c'est d'écrire ce qui se passe ici, juste avant le point de décrochement. Et vous voyez qu'après qu'il s'est décroché, la situation est beaucoup plus compliquée. On voit plein de petits tourbillons apparaître, de petites structures. Donc on voit que c'est beaucoup plus difficile à décrire que ces grandes lignes-là qui sont assez régulières. Et donc voilà, on s'attend à ce qu'il y ait plein de petits tourbillons qui vont créer des instabilités ou des singularités. Donc beaucoup de petites échelles, à la fois dans les variables tangentielles au bord et dans la variable normale au bord. Donc à ce moment-là, on sait que le développement proposé par Prandtl n'est plus valable, enfin, que ce n'est pas une bonne description, donc il faut le remplacer par autre chose. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien quoi. Et donc c'est un des sujets sur lesquels j'aimerais travailler dans les années à venir. Et je vous remercie encore pour votre attention et puis pour le prix. Et voilà, je vais laisser la parole aux autres lauréats. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut encore t'applaudir, même si voilà, c'est un petit peu bizarre en ligne, mais en tout cas, je le fais au nom de tout le monde. On va applaudir et c'est chouette. Et j'en profite aussi pour indiquer qu'en fait, le prix est certes honorifique, mais il est également assorti d'un prix en monnaie sonnante et trébuchante par l'association Josette et Maurice Audin, et que donc, son trésorier m'a confié les chèques, il est déplacé tout à l'heure et maintenant on est plus en ligne, donc confié les chèques, donc je vais essayer de montrer à la caméra le chèque, ça se fait des fois avec un gros, j'en ai pas de gros, mais je peux essayer de montrer à la caméra, voilà, le chèque adore pouvoir te transmettre merci beaucoup de l'association Josette et Maurice Audin pour ce prix. Félicitations encore. Merci. Et puis voilà, donc du coup, nous allons enchaîner. Merci beaucoup pour cette exposé de la scientifique. Alors, dans l'ordre que nous avions prédéfini au sein du jury, je vais donner la parole à Claire Voisin pour Mohamed Mortal. Claire, c'est à toi. Donc, bonjour. J'ai le grand plaisir d'introduire le lauréat suivant, Mohamed Hichem Mortal, qui est professeur à l'Université d'Oran et membre du département de mathématiques de l'Université d'Oran. Donc, après une thèse soutenue en 2003 à l'Université d'Édimbourg, sous la direction d'Alexander Davy, Mohamed Hichem Mortal a soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2008 à l'Université d'Oran. Âgé de 42 ans, Mohamed Hichem Mortal est spécialiste d'analyse fonctionnelle et en particulier de théorie des opérateurs bornés et non bornés. Et sur ces derniers, il a notamment obtenu des caractérisations d'opérateurs auto-adjoints non bornés et des critères d'inversibilité d'opérateurs normaux non bornés. Les théorèmes qu'il a obtenus ont des applications dans divers domaines des mathématiques, comme les équations aux dérivées partielles et la physique mathématique. Voilà, donc maintenant, je te laisse la parole pour ton exposé. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir d'être parmi vous en cette occasion. Donc, d'abord, je tiens à remercier le jury du prix Maurice Audin pour l'année 2020 pour avoir décidé de m'accorder ce prix. Donc, je remercie aussi tous ceux qui parrainent ce prix. Donc, la première fois que j'avais entendu parler de ce prix était vers 2007. Donc, et depuis ce jour, donc, je voulais remporter ce prix et finalement, donc, j'y suis parvenu. Donc, pour moi, c'est comme un petit rêve qui devient réalité. Donc, je suis aussi honoré d'être le premier enseignant-chercheur affilié à l'Université d'Oran à avoir remporté ce prix. Donc, je tiens aussi à féliciter les 3 autres lauréats pour l'année 2020 et du côté français et du côté algérien.
Donc, je voudrais aussi rendre hommage à tous mes enseignants sans exception, donc depuis le primaire jusqu'à l'université, en particulier ceux qui m'ont enseigné les mathématiques. Permettez-moi maintenant de dire quelques mots rapidement concernant ma carrière scientifique. Donc, comme l'a indiqué la professeure Claire Voisin, donc j'ai obtenu mon doctorat en 2003 à l'université d'Édimbourg, de la Grande-Bretagne. Donc, lors de ma thèse et jusqu'à ce jour, donc, je me suis toujours intéressé à des problèmes en théorie des opérateurs bornés et non bornés, donc principalement sur un espace de Hilbert, avec quelques questions assez particulières des inégalités dites de Sweet-Charles. Donc, pour les travaux de recherche, donc, j'ai pu publier donc, plus de 40 articles de recherche dans des revues, on va dire, respectables. Et j'ai fait soutenir 7 doctorats déjà. Donc, pour les livres pédagogiques, donc, j'en ai publié 4. Okay. Donc, je peux dire que le livre qui a connu le plus de succès ici en Algérie, donc, c'est le livre intitulé Exercice corrigé d'analyse, donc, pour lequel je crois à peu près 15 000 exemplaires ont été vendus donc, lors des 10 dernières années. Donc, pour moi, c'est une bonne chose pour les étudiants, etc. Donc, parmi les 4 manuscrits mentionnés, donc 2 sont rédigés en anglais. Donc, pour le moment, celui qui a connu un succès remarquable, donc, étant intitulé Introductory Topology, donc, publié par la maison internationale World Scientific Publishing Company, donc, pour lequel j'ai reçu beaucoup de remerciements et des commentaires positifs de plusieurs collègues à travers le monde. Donc, il y a plusieurs pays, donc les États-Unis, Canada, la Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, bien sûr beaucoup de pays arabes et africains. Donc, mon prochain projet va être, donc c'est un livre de recherche qui a été soumis et qui a reçu des avis très favorables, on va dire, de la part des experts. Donc, dans ce livre, il est en train d'être révisé. Donc, dans ce livre, j'ai rassemblé plus de 550 contre-exemples en théorie des opérateurs, donc bornés et non bornés. Donc, je vais l'appeler Counter-Examples in Operator Theory. Donc, si tout va bien, on va dire, il va être officiellement accepté et publié en 2021. Donc, sur ces mots, donc, je voudrais clore mon propos en souhaitant une très longue vie au prix Maurice Audin. Et je souhaite bonne chance pour mes autres collègues qui ont été moins chanceux cette fois-ci. Donc, chers membres du jury, merci une autre fois. Et merci à tous de votre aimable attention. Beaucoup. Merci pour cette intervention et félicitations. Là, il se passe effectivement quelque chose à Alger, j'imagine. Quelqu'un peut nous dire ce qui se passe? On remet le trophée, hein, Maurice Audin, avec le chèque aussi. Hein, voilà. Bien, bravo, félicitations. Et donc, pour la suite du déroulé, maintenant je vais passer la parole à Médiane Abdelawi pour présenter François Delarue qui a une après-midi chargée puisqu'il sort d'un jury de thèse tout à l'heure. Médiane, c'est à toi. Ah, bonjour. Tu peux y aller. Ok. Donc, François Delarue, professeur à l'Université Côte d'Azur, laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné. Après une thèse en 2002 à l'Université Aix-Marseille sous la direction d'Étienne Paradou, François Delarue soutient son habilitation à diriger les recherches en 2008 à l'Université Paris-Diderot, âgé de 44 ans, membre de promotion junior 2014 de l'Institut universitaire de France. François Delarue est spécialiste d'analyse stochastique à l'interface entre la théorie des équations dérivées partielles et les probabilités et de méthodes asymptotiques. Il a notamment apporté des contributions importantes à la théorie du jeu à champ moyen.
François Delarue dirige actuellement le réseau de recherche euro-maghrébin de mathématiques et leurs interactions. Félicitations. Merci du coup, François. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu as un support à partager? Oui, absolument. Si tu pouvais me donner la main, merci. La main, tout à fait. Si j'arrive à te localiser dans la liste. François, c'est bizarre. Je te vois pas. Dans l'ordre alphabétique, il y a un truc. Je suis sous FD, donc... Je vais utiliser le filtre, ça y est, je vais te trouver. Voilà, normalement, tu as la main pour partager ton écran. Merci. Alors, attendez, je place mon écran. Voilà. Eh ben, écoutez, un grand merci aux membres du jury. Je suis vraiment très, très honoré de ce prix. Naturellement, il s'agit d'une distinction scientifique et en tant que telle, c'est une satisfaction, mais certainement pour le prix Maurice Audin, il y a quelque chose de supplémentaire qui touche, bien sûr, qui a trait à l'histoire de Maurice Audin lui-même, et cette histoire a été rappelée dans les discours précédents, et véritablement, ça me touche au plus profond, et je suis vraiment, vraiment ému. Ce que je voudrais dire, c'est, avant de commencer par présenter mon travail mathématique, je voudrais dire les liens que j'ai mathématiquement avec l'Algérie, et ça a été rappelé dans l'introduction qui a été faite. En fait, je suis responsable depuis quelques années, depuis 2 ans et demi, d'un réseau CNRS entre les 2 rives de la Méditerranée. C'est un réseau donc, qui contribue à la promotion des échanges scientifiques, des collaborations scientifiques en mathématiques entre les 2 rives, et aussi à la formation, aussi bien en master que la formation doctorale. C'est un réseau qui est soutenu par le CNRS, et je remercie chaleureusement Jean-Stéphane Dersin, qui est responsable des relations internationales à l'INSMI. Et j'ai une pensée à cette occasion pour Gilles Lebeau, dont vous voyez ici certainement, peut-être pour ceux qui le connaissent, une photo qui a été prise à Nice, puisque Nice est un partenaire de ce réseau-là. C'est une photo qui avait été prise au lancement, ou quelques années après le lancement du réseau. Et certainement, vous reconnaissez Madame Vidal aussi, qui était à cette époque-là présidente de l'université. Donc le réseau monte des opérations bien sûr des conférences. Il y a aussi un aspect formation doctorale. Par exemple, la semaine dernière, on avait une formation doctorale du côté de l'optimisation qui était organisée par des collègues de Marrakech. Et je tiens à dire qu'il y avait plus de 150 connectés à cette manifestation pour des jeunes doctorants ou des jeunes post-docs. Et vraiment, j'étais très heureux de cet engouement. Le réseau en lui-même fait le lien entre la France, l'Europe, l'Italie et les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie. Pour ce qui concerne l'Algérie, je voudrais mentionner quelque chose de très spécifique qui me tient à cœur. Ce sont des codiplomations que nous avons entre Nice et Tlemcen, et puis Pau et ENS Cuba. Le réseau GDRI en est un partenaire, et nous sommes associés à l'ambassade de France en Algérie. L'ambassadeur a parlé, et je voudrais véritablement remercier le travail de l'ambassade, et en particulier de l'attaché scientifique Pascal Chardonnay, avec qui nous sommes en contact. Véritablement, le soutien de l'ambassade à ce titre-là est essentiel, et nous l'apprécions énormément. Maintenant, je vais parler un peu de mathématiques, puisque c'est un prix scientifique. Ça a été dit dans l'introduction, je regarde des modèles qui sont probabilistes, on dirait stochastiques, qui ont cette particularité, mais qui est maintenant bien comprise, d'évoluer avec le temps. Ça veut dire que l'aléa augmente avec le temps, et ils ont une autre particularité, c'est qu'ils sont de grande taille. Donc vous pensez à des grands systèmes de particules aléatoires. Et une troisième particularité de ces systèmes-là, c'est que les particules, en fait, ce sont plutôt des agents rationnels, au sens où, eh bien, ils sont capables de décider. Ils sont capables de prendre des décisions au fur et à mesure que le temps s'écoule, dans l'objectif d'obtenir une meilleure récompense. La récompense peut être quelque chose de très général qui va dépendre, en fait, du modèle que vous avez derrière. Alors, ces particules, ces agents interagissent les uns avec les autres. Ils peuvent être en interaction coopérative, c'est-à-dire qu'on va chercher
à maximiser la récompense pour la collectivité, ou alors ils peuvent être en interaction compétitive, autrement dit, ils cherchent à maximiser quelque chose pour leur bien propre de façon individuelle. J'ai mis quelques photos ici à droite pour expliquer ce dont il s'agit. Je vais me focaliser sur les 3 dernières. La deuxième photo que vous avez, c'est le rond-point de l'Étoile à Paris, c'est la place Charles de Gaulle. Et bien là, vous avez quelque chose de compétitif. Vous cherchez à traverser le plus vite possible la place de l'Étoile, mais vous voyez les autres parce que naturellement, il peut y avoir des phénomènes de congestion. La troisième image, ce sont des consommateurs d'énergie, d'électricité, qui certainement sont abonnés à un producteur global sur le marché, mais qui en même temps, vous voyez sur le toit, ont des panneaux solaires. Donc ce sont non seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs. Eh bien, tous ces gens-là sont en interaction, et à l'arrivée, il y a une forme d'équilibre qui se forme, ça s'appelle le prix. Et puis le troisième exemple, il est en lien avec quelque chose qui est en plein développement aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine. Comme on dit, on cherche à faire apprendre par des neurones, et bien là, le cas échéant, les neurones travaillent de façon coopérative pour essayer de minimiser les erreurs d'apprentissage. Alors, il y a un cadre qui vient de la mécanique statistique qui est aujourd'hui beaucoup utilisé pour préciser les interactions entre les individus, c'est celui des champs moyens ou du champ moyen, qui dit qu'essentiellement, un individu voit les autres à travers le comportement collectif statistique de la collectivité. Et la théorie qui va avec, qui s'appelle soit contrôle champ moyen pour les équilibres coopératifs ou théorie des jeux à champ moyen pour ceux qui sont compétitifs, en fait est due principalement à Lasry et à Lyons. Il faut rendre hommage aux travaux absolument extraordinaires effectués par Lyons et les cours qu'il a donnés durant plusieurs années au Collège de France sur le sujet et qui ont inspiré tout un tas de personnes, dont je fais partie. Alors, c'est mon dernier transparent pour préciser un petit peu mes contributions. La première idée mathématique qui est derrière, c'est que plutôt que de regarder des systèmes avec un nombre fini de particules, eh bien, on va passer à la limite. Pourquoi on passe à la limite? Parce qu'on se dit que peut-être, avec des phénomènes de type loi des grands nombres, eh bien, on va simplifier, on va faire décroître la complexité. Et en fait, c'est ce qui se passe. On se focalise sur une particule qui interagit avec la distribution théorique statistique du système. Alors, si j'essaie de résumer, pour le cadre des jeux à champ moyen, résoudre un jeu à champ moyen, c'est résoudre un problème de point fixe. L'équilibre est donné par un point fixe. J'ai fait ici un petit diagramme pour essayer d'expliquer ça. Vous avez un flot de distribution, le flot évolue avec le temps. À chaque instant, vous avez l'état statistique de la population, c'est un candidat pour être un équilibre. Eh bien, vous prenez la deuxième boîte, un joueur dans ce système-là, il voit la distribution statistique de la population à chaque instant, et il cherche à optimiser son état propre. Et puis après, vous dites que vous avez un équilibre si en fait la loi de l'optimiseur coïncide avec le flot que vous aviez en entrée. Donc c'est un problème de point fixe qui est posé sur l'espace des mesures de probabilité ou sur les trajectoires à valeur dans l'espace des mesures de probabilité. Alors pour terminer, je voudrais mentionner 4 directions de recherche ou 4 travaux ou 4 directions dans lesquelles j'ai travaillé. Je dois dire que les travaux en particulier de Lyons et Lasry se plaçaient du point de vue EDP. On traduisait les problèmes de contrôle via une équation de HJB et la distribution statistique via une équation de Fokker-Planck. Moi, je me suis focalisé sur une approche probabiliste et j'ai fait ça entre autres dans un livre qui est ici en jaune avec mon collègue René Carmona, que je voudrais ici aussi saluer parce qu'on a eu vraiment beaucoup de collaborations sur le sujet. Une deuxième direction sur laquelle j'ai travaillé, c'est faire le lien entre le système n joueurs et le système un nombre infini de joueurs. Le passage à la limite n'est pas trivial. Et en fait, une partie de cette question-là est traitée dans ce livre dont la couverture est en orange, avec Pierre Cardalliaguet, Jean-Michel Lasry et Pierre-Louis Lyons, dans lequel eh bien, on discute de ce passage à la limite. Et un des outils qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'équation maîtresse pour les jeux à champ moyen, qui est une vision eulérienne pour la fonction valeur du problème d'équilibre. Alors, elle a ça de fascinant que c'est une forme d'équation en dérivée partielle posée sur l'espace des mesures de probabilité. Donc vous imaginez qu'elle est à l'intersection des probabilités, des équations dérivées partielles, du transport optimal. On avait Cédric Villani tout à l'heure avec nous. Donc en fait, elle suscite beaucoup d'intérêt au sein de la communauté et c'est un des outils fondamentaux dans l'étude de ce système ou de ce problème. Une dernière chose, une dernière direction actuelle que je voudrais mentionner et qui m'est chère, c'est d'essayer d'introduire de la diffusion
des phénomènes de régularisation en dimension infinie sur cette équation maîtresse, avec l'espoir que ça puisse donner de la stabilité, de l'unicité supplémentaire sur les équilibres. Voilà, je voulais faire un panorama, et encore une fois, un très très grand merci, je suis vraiment très touché par ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup François, félicitations. Et comme à Anne-Laure, je vais te montrer que effectivement, je vais pouvoir te faire parvenir un chèque de l'association Josette et Maurice Audin. Voilà, merci beaucoup Sylvie, un très grand merci. Merci. Félicitations et merci beaucoup. Alors, voilà, et donc je vais maintenant donner la parole à Emmanuel Trella pour présenter Ali Moussaoui. Emmanuel, c'est à toi et pendant ce temps, je partage mon écran. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Ali Moussaoui est actuellement professeur à l'université de Tlemcen, au département de mathématiques. Il a soutenu sa thèse à Tlemcen en 2008 et son habilitation à diriger des recherches en 2017 à l'université du Havre. Il est âgé de 44 ans, spécialiste de modélisation mathématique du vivant, de la dynamique des populations. Il s'intéresse de manière générale aux mathématiques appliquées à la biologie et à la gestion des ressources renouvelables. Ses travaux sur la théorie des jeux et la dynamique des populations ont des applications dans les domaines de l'écologie et de la santé, en particulier sur l'étude du paludisme, ainsi que des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ali Moussaoui a porté et coordonné avec Pierre Auger un projet franco-algérien en mathématiques portant sur la dynamique et la gestion de systèmes de pêcherie. Félicitations Ali Moussaoui. Merci Emmanuel et donc félicitations et je cherche et voilà, connecté. Alors, Ali m'avait envoyé une présentation. Est-ce qu'il faut que je la charge ou Moussaoui. Ali Moussaoui. Avec qui ne pas Ali, en muet. Ali, on n'entend pas. Oui, j'attends le partage d'écran. Ah, d'accord, pardon. Okay, que je n'avais pas entendu jusqu'à présent, désolé. Donc, ça vient. Co-animateur. Voilà, normalement, c'est bon. Chers collègues, chers amis, chers confrères d'Algérie, de France et d'ailleurs, bonjour. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à cette cérémonie de remise du prix Maurice Audin et très honoré de faire partie des lauréats de ce prix de mathématiques. Alors, en cette heureuse circonstance, j'aimerais remercier particulièrement Madame la Présidente ainsi que Madame et Messieurs les membres du jury de l'intérêt qu'ils ont porté à mes travaux, de leur bonne implication et de leur participation active à la promotion et à la coordination de ce prix de mathématiques. Alors, c'est un honneur pour l'Université de Tlemcen. C'est la 4e fois que l'Université de Tlemcen et le département de mathématiques s'illustrent par ce grand prix de mathématiques. Alors, je fais une petite présentation. Je suis Ali Moussaoui, je suis professeur de mathématiques à l'Université de Tlemcen. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2008 à l'Université de Tlemcen sous la direction du professeur Nordin Rouali, ici présent, et la co-direction du professeur Pierre Auger, directeur de recherche à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement de Bondy et membre de l'Académie des sciences. Bon, le sujet de thèse a été proposé
dans le cadre d'un projet franco-algérien entre l'Université de Tlemcen et l'IRD. Il a été proposé par le professeur Ovid Arino, qui était accueilli à l'IRD. Ovid Arino nous a quittés brusquement le 29 septembre 2003. Alors, après le décès du professeur Ovid Arino, j'ai contacté Pierre Auger, qui n'a pas hésité à prendre la relève, et donc il a accepté de continuer le travail initié par Ovid Arino. Et je saisis cette occasion pour remercier mes deux directeurs de thèse, professeur Nordin Rouali et professeur Pierre Auger. Après, j'ai soutenu une habilitation universitaire à l'Université de Tlemcen en 2010, puis une HDR en France à l'Université de Havre en 2017. Actuellement, je suis directeur du laboratoire d'analyse non linéaire et mathématiques appliquées et membre de la Commission nationale d'équivalence des diplômes supérieurs étrangers. Alors, mes activités de recherche ont toujours eu pour objectif de promouvoir l'utilisation des mathématiques pour répondre à des questions biologiques. Je m'intéresse à la modélisation et à l'étude des modèles mathématiques issus des sciences du vivant. Après la soutenance de ma thèse de doctorat qui était sur un sujet de dynamique de population, je me suis investi dans plusieurs axes de recherche pendant mes travaux. Alors, cet engagement m'a permis d'élargir ma culture scientifique. Alors, je m'intéresse à la modélisation des pêcheries multisites. Des sites pouvant correspondre à des aires marines protégées, à des dispositifs à concentration de poissons, à des zones de pêche ou encore à des habitats artificiels. Les modèles ont pour objectif de proposer des stratégies pour optimiser la rentabilité de la pêcherie, c'est-à-dire maximiser les captures, tout en garantissant une exploitation durable. C'est un sujet particulièrement intéressant avec une demande sociale forte. Alors, les modèles qu'on a traités sont des modèles formulés par des équations en temps discret, des équations différentielles ordinaires ou encore des équations aux dérivées partielles. Alors, sur ce sujet, nous avons publié plusieurs articles dans des journaux, dans des revues de mathématiques appliquées, mais également dans des revues d'halieutique. En plus du domaine de la pêcherie, j'ai développé des travaux sur la théorie des jeux appliqués en dynamique des populations, des travaux en écologie sur les modèles proies-prédateurs et dans le domaine de la santé, sur le paludisme, sur les bactéries résistantes aux antibiotiques et récemment, nous avons développé des travaux sur la COVID. Alors, en ce qui concerne mes travaux sur la COVID, nous avons fait 3 travaux. Dans le premier travail, nous avons donné un seuil de déconfinement pour éviter un second pic, un deuxième pic. Et les 2 autres travaux, c'était sur... Bon, on a montré par modélisation mathématique comment le port de masque et la distanciation sociale permettent de casser la chaîne de contamination en réduisant le taux de reproduction de base. Certainement, vous avez déjà entendu, au moins pendant la pandémie, de ce paramètre, le taux de reproduction de base, traditionnellement noté par R0, c'est un paramètre de bifurcation, un paramètre clé en épidémiologie. Il permet, entre autres, de savoir si une épidémie ou une maladie peut ou non s'installer dans une population. Il mesure le nombre moyen de personnes risquent d'être contaminées par un individu infecté. Alors, il est démontré que si R0 est inférieur à 1, la maladie disparaîtra d'elle-même. Par contre, si ce paramètre est supérieur à 1, alors elle pourra se propager dans la population et devenir épidémique, voire pandémique, comme dans le cas de la COVID. Alors là, il faut introduire des mesures pour contrôler cette épidémie en essayant, par exemple, comme le confinement, le port de masque, la distanciation sociale, etc., dans le but de réduire ce paramètre au-dessous de 1. Et donc, nous avons essayé de proposer un modèle pour effectivement montrer que ces 2 mesures de protection permettent de réduire ce taux de paramètres, ce taux de reproduction de base. Alors, la plupart de mes travaux récents ont été réalisés en collaboration avec des collègues, notamment des collègues en France, des collègues de France, de l'IRD, de l'INRIA, de l'INRA, dans le cadre des projets de recherche
des projets franco-algériens comme Projet Tassili et autres. On encadre des thèses en co-tutelle avec Bordeaux, avec Metz et des thèses en co-encadrement avec l'IRD. Et je saisis cette occasion pour remercier tous mes collègues avec lesquels je travaille dans le contexte d'une excellente coopération. Et avant de terminer, permettez-moi de remercier très chaleureusement tous ceux qui m'ont aidé par leur appui, par leur encouragement. Je pense particulièrement à Pierre Auger de l'IRD, à Aziz Alaoui du Havre et à Boumedine Abdelaoui, mon ami et collègue de l'Université de Tlemcen, membre de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, et aussi lauréat du prix Maurice Audin, session 2011. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Là encore, il y a une remise de prix physique à Alger. Vous parlez? Oui. Il faut dégager ça, si c'est possible. Bravo encore. On peut utiliser les petites mains, effectivement, aussi. Et donc, pour continuer cette cérémonie, maintenant que vous avez tous et toutes connaissance de qui sont lauréats et lauréates et la nature un petit peu de leurs travaux, même si on ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour parler. Donc, félicitations à tous les lauréats et à la lauréate. Et cette cérémonie continue avec encore quelques discours. Et il se trouve que la parole, maintenant, je vais la donner à Kader Bouyakoub, qui a un double rôle. Il était dans le jury et il est là aussi au titre de la DGRSDT. Et donc, voilà, vous pouvez garder la parole au cériste à Alger. Bonjour à tous. Donc, j'allais dire Monsieur le ministre, qui vient de nous quitter parce qu'il a des obligations. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Donc, je vais dire un petit mot. Je veux commencer par rendre hommage à tous ceux qui, grâce à leurs efforts, ont rendu cela possible et spécialement à la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Je pense particulièrement à Gérard Tronel. Je me sens privilégié parce que je compte parmi mes amis Pierre depuis plus d'une décennie déjà et Michel depuis un peu plus longtemps. Elle faisait partie du jury qui m'a évalué un jour. Elle retrouvait en cette occasion pour la première fois sa terre natale. Je garde le souvenir aussi lors de ce séjour, Michel avait découvert 2 mots de notre français local qu'elle trouvait très drôles. Le premier, c'était la bogosité. Tout le monde en devine le sens. Et aussi, il y avait un autre mot qui était le mot taxieur. Ce dernier a fini par s'imposer dans le dictionnaire. Le premier ne désespère pas, il parviendra un jour. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à ceux qui m'ont investi de leur confiance en me désignant comme membre du jury et aussi comme représentant de la Direction générale de la recherche, membre du jury de ce prix et aussi de la représentant de la DGRSDT. Je voulais dire une chose, j'ai réellement été impressionné par le talent de certains candidats cette année. L'excellence transparaissait dans leur dossier. Je ne doute pas que cette excellence sera consacrée pour beaucoup d'entre eux dans un futur proche par d'autres distinctions avec au moins autant de prestige. Je reste convaincu que toute évaluation est essentiellement subjective. Elle amène ceux qui ont la charge à comparer l'incomparable. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque ceux-là même, les membres du jury, j'entends, ont des profils souvent différents, des sensibilités mathématiques forgées différemment. Mais les échanges et la confiance en l'expertise de l'autre permettent de trancher, parce qu'il faut bien trancher. Je saisis l'occasion aussi, cette opportunité, pour adresser mes vifs remerciements aux sponsors algériens
qui depuis plusieurs années a toujours répondu présent pour prendre en charge le volet financier de ce prix, en signant le chèque qui va avec l'attestation. Car même si le sentiment de fierté et l'émotion sont immanquablement de la partie, un chèque reste un chèque. J'ai nommé la société Sinal et son PDG en la personne de M. Sid Ahmed Dennouni. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kader. Merci à vous sur place. Hein. Vous nous faites envie à être ensemble physiquement. Alors, maintenant, je vais donner la parole successivement à plusieurs personnes qui sont en ligne, en commençant par Jean-Stéphane Dersin, qui est directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. Jean-Stéphane, il se trouve qu'en fait, il est à l'IHP. Je ne veux pas cafeter, mais... Je suis juste en dessous de Sylvie. Voilà, c'est à toi, Jean-Stéphane. Vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, cher Cédric, madame la directrice, chère Sylvie, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, de par sa mission nationale, l'INSMI, comme l'a dit Sylvie, l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, est chargé de piloter la recherche en mathématiques. Toute la recherche en mathématiques. Quand je dis piloter, c'est un bien grand mot puisque la recherche ne se pilote pas vraiment, surtout en mathématiques. Ce sont les chercheurs, les chercheuses qu'on a entendus qui la pilotent, qui la font avancer et qui en choisissent les directions. Et notre mission à nous, c'est juste finalement de faire en sorte que tout se passe bien. Et le meilleur outil pour que tout se passe bien est c'est de permettre aux personnes de se rencontrer. En France, bien sûr, mais aussi à l'étranger. Et donc à l'INSMI, nous avons ce rôle de facilitateur de rencontres. Nos partenaires étrangers sont importants. Je suis directeur adjoint scientifique en charge des relations internationales. Le partenaire algérien est important. Et nous soutenons depuis des années ce prix Maurice Audin, dont je salue aujourd'hui les 4 récipiendaires qui viennent de parler. Nous soutenons la collaboration franco-algérienne au travers, en particulier, de notre IRN, International Research Network, ou encore GTRI, Groupement de recherche internationale. Donc ce réseau qui a été fortement mis en avant par Gilles Lebeau, que je voudrais remercier, est aujourd'hui repris depuis plus de 2 ans, comme il l'a mentionné, par François Delarue, qui est l'un des lauréats du prix. Donc, ce réseau est important pour l'ensemble des pays méditerranéens et particulièrement pour l'Algérie. D'autres acteurs bâtissent cette collaboration entre la France et l'Algérie. On a entendu aujourd'hui les autorités algériennes représentées à leur plus haut niveau. Ces autorités algériennes jouent un rôle fondamental. On ne crée pas de relation sans le partenaire avec lequel on travaille. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu son discours et la mention de l'Institut de mathématiques. L'ambassade de France à Alger a également joué un rôle important, tant par son aide matérielle que par les mises en relation que permettent les diplomates à l'étranger. Grâce à eux, les chercheurs, les chercheuses français, françaises, algériens, algériennes peuvent co-encadrer des tests, travailler ensemble, faire avancer la recherche ensemble. Toujours ensemble, en 2020, nous avons lancé, nous c'est le CNRS, l'ambassade de France en Algérie et le ministère algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une chaire également appelée Maurice Audin, donc cette chaire de mathématiques en mémoire de Maurice Audin. Un mathématicien ou une mathématicienne, membre de laboratoire algérien ou d'université algérienne, est accueilli dans un laboratoire français et son alter ego, un mathématicien ou une mathématicienne français, membre d'un laboratoire français plus exactement, est accueilli dans un laboratoire ou une université algérienne. Cette année, c'était la première année du prix. Nous avons récompensé Abdenasser Chekroun, qui est maître de conférence à l'université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen, qu'a mentionné François tout à l'heure, pour le rôle important qu'il joue. Enfin, cette université joue un rôle important, en particulier dans ce programme de codiplomation avec l'université de Nice.
Alors, il devait être accueilli à l'université Camille Jordan, travailler avec Laurent Pugeot-Manjouet, qui est maître de conférence à l'université Claude Bernard. Et puis, la crise sanitaire, on a décidé autrement. Et on tâchera de faire en sorte que cette collaboration qui a pu avoir lieu à distance puisse également avoir lieu physiquement cette année. Nous espérons que la pandémie va nous laisser un peu de repos. Et donc, nous allons faire en sorte de financer sa venue en France. Et nous allons essayer de faire vivre cette chaire Maurice Audin en la pérennisant le plus possible pour qu'à notre niveau, nous puissions aider la collaboration franco-algérienne. Merci. Merci beaucoup, Jean-Stéphane. Alors, maintenant, je passe la parole à Olivier Coubet pour la Société de mathématiques appliquées et industrielles, qui est également impliquée dans ce prix. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers et chers collègues des deux côtés de la Méditerranée. Alors tout d'abord, je souhaite rappeler l'attachement de la SMAI à ce prix Maurice Audin, et ainsi que je souhaite de nouveau saluer la mémoire de Gérard Tronel qui a beaucoup œuvré pour ce prix. Alors cette année, nous avons encore un très beau palmarès qui fait la part belle aux mathématiques, mais aussi aux applications des mathématiques et aux mathématiques appliquées. Donc je souhaiterais féliciter chaleureusement la lauréate et les lauréats, et remercier tous les organisateurs et le jury pour la part qu'ils ont pris encore une fois cette année. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu la Société de mathématiques appliquées industrielles et maintenant, je donne la parole à Fabien Durand pour la Société mathématiques de France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, chers amis des mathématiques, bon, à mon tour de féliciter les lauréats du prix Maurice Audin, que sont Anne-Laure, Mohamed, Ali et François. Je remercie également, évidemment, les partenaires qui ont concouru à l'existence et l'organisation de cet événement. Donc, ce prix, on l'a rappelé, est l'occasion de célébrer l'amitié, et Jean-Stéphane l'a rappelé, la coopération scientifique franco-algérienne. Et je dois dire aussi qu'au-delà, la fraternité entre les peuples, je crois que Cédric tout à l'heure en a parlé, on l'a dit aussi, ça fait suite à des événements dramatiques qui se sont déroulés il y a très très longtemps, en 60 ans. Je n'étais pas encore né, mais ça n'empêche qu'on doit toujours bien les avoir en tête, puisque dans d'autres situations, il y a encore l'occasion de lutter. Et donc, ça témoigne, ce prix aussi, que les droits humains ne peuvent être bafoués sans laisser une trace dans l'histoire, et que nous, tous ensemble, nous devons rester vigilants. Donc la SMF, tout comme la SMAI, est ravie d'être associée à ce prix. Donc, je rappelle, si vous ne connaissez pas la Société mathématique de France, hein, c'est une vieille dame fondée en 1872, mais qui est toujours très active. Et notamment, elle œuvre toujours pour défendre les droits humains de nos collègues mathématiciennes et mathématiciens à travers le monde. On ne peut malheureusement pas s'occuper de tous les cas, évidemment. Et donc, je voudrais juste rappeler 3 cas qui nous concernent actuellement. Un qui est peut-être le plus connu des 3, qui est celui de Tunal Tunel, en Turquie, qui a été incarcéré pendant plus d'1 an et demi. Finalement, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il a été ordonné de lui restituer ses passeports, mais pour l'instant, le bureau des passeports turc ne lui a toujours pas rendu, ça fait quelques mois qu'il attend, ses passeports. Il y a le cas aussi pour lesquels la SMAI et la SMF ont été actives, de Azat Mitfakov, qui est un doctorant russe, qui est pour l'instant incarcéré par rapport à des charges qui semblent assez faibles. Et puis, j'ai été mis au courant récemment par des collègues mathématiciens du cas de Laila Souief, collègue égyptienne, qui, elle et sa famille, souffrent depuis plus de 40 ans de répression policière. On va dire les flagrants que
il manque des enquêtes indépendantes et impartiales. En fait, c'est un peu le cas de ces trois cas. On ne demande évidemment pas la relaxe dans ces cas-là, mais juste que des enquêtes soient menées indépendamment de tout autre pouvoir. Et donc, ça nous rappelle que l'une de nos missions, on n'est pas seulement éditeur scientifique, mais on peut agir également pour les droits humains. Et c'est pour cette raison que nous sommes très attachés, nous également, à faire partie de ce prix. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci, très bien. Voilà, donc la cérémonie n'est pas tout à fait terminée, hein, bien sûr. Nous avons encore des interventions importantes et en particulier maintenant le président de l'association Josette et Maurice Houdin, Pierre Mathieu. Bien, chers amis d'Algérie, de France et d'ailleurs, je tiens au nom de l'association Josette et Maurice Houdin à vous assurer de nos plus chaleureuses salutations et nos remerciements à tous ceux qui concourent à l'organisation de ce prix, que ce soit en France ou en Algérie. Remercier particulièrement Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur ne sont plus là, je crois, mais Monsieur le directeur de la recherche, Madame la présidente du jury, les membres du jury, et puis bien sûr adresser nos félicitations aux lauréats. L'association Josette et Maurice Houdin est à l'origine de la renaissance du prix Houdin de mathématiques. Elle s'appelait encore Association Maurice Houdin, et c'est à l'initiative de Gérard Tronel, qui a été évoqué à nombreuses reprises dans ce jury. C'est à son initiative et c'est son impulsion généreuse que le prix Houdin a pu renaître, puisqu'il avait existé de 1958 à 1963, animé par Laurent Schwartz, et qui avait vu de jeunes mathématiciens recevoir le prix et devenir par la suite célèbres. Donc, dans l'esprit de l'association et de Gérard Tronel, le prix Houdin de mathématiques avait un double objectif, développer la coopération scientifique en mathématiques entre la France et l'Algérie. Et j'ai l'impression qu'au regard des développements importants, de la pérennité du prix, des développements, de la création des chaires de mathématiques Houdin, c'est un objectif qui est en bonne voie et qui mérite bien sûr d'être pérennisé. Et puis l'autre objectif, c'était d'agir avec ce prix pour la vérité sur l'assassinat de Maurice Houdin, la vérité sur les disparus de la guerre et l'action contre le système de la torture et de l'oppression des scientifiques qui est d'actualité très importante, comme Fabien Durand vient de nous le montrer. Donc le prix mathématique Maurice Houdin remplit tout à fait son rôle. Il est d'une pleine actualité, malheureusement, et je pense qu'il contribue effectivement très, très efficacement à la popularisation du combat pour la mémoire de Maurice Houdin, mais aussi pour la vérité sur les disparus de la guerre d'Algérie, avec bien sûr cet événement de septembre 2018, où le président de la République française a reconnu la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Houdin et dans l'organisation d'un système généralisé de torture. Donc, je voudrais simplement terminer en précisant que cette actualité autour de ce combat se manifeste en France par des actes, des communes qui nomment des lieux, des places Maurice Houdin, un collège d'enseignement secondaire à Vitry récemment. Et puis, je voudrais indiquer deux éléments pour nos amis, peut-être nos amis algériens. Au Père-Lachaise, au cimetière parisien du Père-Lachaise, a été inauguré le 11 juin 2019 un cénotaphe Maurice Houdin, un monument funéraire qui ne recèle pas de dépouilles, sans doute le seul monument en France élevé à un combattant de l'indépendance algérienne. Et puis l'association Josette et Maurice Houdin vient
créer un site association-audin.fr qui fera un large écho au prix Maurice Audin. Avec tous mes remerciements et nos félicitations encore une fois, et comme l'a dit le ministre, longue vie au prix Maurice Audin. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on me signale qu'on m'entend très mal quand il reste des micros allumés et je n'ai pas l'œil en permanence dessus. Donc, je vous remercie de veiller à couper vos micros. Alors maintenant, peut-être que Kader va pouvoir m'aider. Donc, nous sommes censés avoir une intervention de Mohamed Reba qui a connu Maurice Audin et donc du point de vue historique et qui est sur place, c'est ça? Non. Qui va intervenir sur cet aspect historique? Si je dois donner la main à quelqu'un, dites-le moi. Petit blanc, je ne suis pas tout à fait rompue à meubler les blancs, donc je vous remercie pour votre patience, le temps qu'on cale ça. Est-ce que la personne qui veut peut-être... Ah oui, parce que le problème, c'est que Mohamed Reba était souffrant, donc je ne sais pas s'il a pu finalement être là. Kader, quelles sont les nouvelles? On n'entend pas, en fait. Alors, je vous ai peut-être coupé votre micro, ou je ne sais pas. Je vous ai coupé votre micro, pardon, je suis désolée. Vraiment désolée. Voilà. Tu m'entends, Sylvie? Oui, ça y est. Pardon. Voilà, donc désolée, c'était ma faute. Je l'avais coupé pendant le discours de Pierre. Ah, d'accord. C'est seulement, je t'avais dit qu'il devait se connecter sur le compte de quelqu'un d'autre parce qu'il ne s'était pas inscrit. Mm-hmm. Et je ne sais pas si tu as parmi les gens inscrits, si tu as le nom de Aïbesh. Alors, je vais effectivement chercher le nom. Et puis, la personne devrait le savoir aussi, mais non, je ne vois pas. Attends, à moins que je l'orthographie mal, mais je n'ai pas de Aïbesh, a priori. Aïssa, peut-être. Aïssa Aïbesh, exactement. Ouais, non, non, en tout cas. Donc, il ne s'est pas connecté. Vous ne m'indique rien de tel. Donc peut-être, si effectivement il n'y a personne pour intervenir sur ce sujet, je peux mettre dans le chat le document qu'il a fourni. Ensuite, je vois dans le chat qu'il y a des questions concernant la Société mathématique d'Algérie. Donc peut-être que, je ne sais pas, Kader, tu veux dire quelques mots à ce sujet? Rien. Non. C'est une question à $1 million, là. Non. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin et je vais passer la parole à Pierre Audin qui nous fait le grand plaisir d'être là. Après, voilà, on est très content que tu sois là, Pierre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui. Je veux d'abord féliciter la lauréate et les lauréats. J'espère que la situation sanitaire internationale va évoluer et que les voyages vont pouvoir reprendre pour que les lauréats puissent se déplacer. Et les deux pays doivent faire un petit effort pour fournir plus facilement les visas aux chercheurs et aux étudiants. Il y a aussi les chers Maurice Audin, dont l'idée est venue en 2019 de Pascal Chardonnay, attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France. Mais ça traîne et comme souvent, je ne comprends pas bien pourquoi. Le premier lauréat de la chaire Maurice Audin, qui devait être accueilli dans un laboratoire en France, c'est M. Abdenasser Chekroun, maître de conférence à Tlemcen. Donc, bravo aussi à lui. C'est la première fois que cette cérémonie a lieu depuis la mort de Josette Audin, donc sans elle. L'idée de Gérard Tronel était que le prix serve d'abord à rappeler la mémoire de Maurice Audin. En juin 1957, le Parti communiste algérien était interdit. Les activités se faisaient dans la clandestinité et étaient cloisonnées. Mais il y avait de moins en moins de militants, il y avait ceux qui se faisaient arrêter, il y avait ceux qui changeaient de camp. Mes parents, en plus d'héberger et de trouver des planques aux communistes clandestins, s'occupaient de l'imprimerie du journal du parti, qui portait un très beau nom, je trouve, Liberté. La machine faisait du bruit et ils cherchaient une villa à louer à Alger-Plage, un peu isolée, pour y installer l'imprimerie.
Mon père a été arrêté, torturé et assassiné parce qu'il militait, parce qu'il planquait des gens et une machine. Mes parents militaient pour l'indépendance de l'Algérie, qu'ils rêvaient multiculturelle et solidaire, où les gens seraient enfin libres. Alors excusez-moi, mais quand je vois qu'en 2020, on arrête des Algériens à la place Odin et qu'on accuse un journaliste d'être un traître parce qu'il couvre les manifestations, ça me met en colère. Khaled Drarni a passé déjà 265 jours en prison, simplement pour avoir fait son travail de journaliste. Chaque instant qu'il passe en prison est une injustice. Je sais qu'il se passe des choses pires ailleurs, en Égypte, en Iran, mais voilà, il y a 90 prisonniers d'opinion en Algérie. Il faut les libérer. Il faut libérer Khaled Drarni, tout simplement. Heureusement, nous avons ce prix et c'est cher. C'est un fil d'amitié entre les deux peuples. En hommage à Gérard Tronel, qui a eu l'idée brillante de ce prix, il serait bien qu'il y ait enfin un texte officiel qui consacre le financement du prix par un accord, signé par exemple entre l'INSMI et la DGRSDT, ou entre les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algériens et français. Et pourquoi pas avec le soutien de l'ambassade de France en Algérie et de l'ambassade d'Algérie en France. Encore bravo au lauréat et à la lauréate du prix et de la chaire, et vive l'amitié entre les mathématiciens algériens et français. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour les messages. Je crois que les personnes ne sont pas toutes restées jusqu'au bout, mais l'enregistrement sera diffusé et j'espère aura un impact par rapport à ce que tu viens de dire. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette cérémonie. Donc, ce que je voudrais faire pour finir, c'est féliciter à nouveau les lauréats et la lauréate, remercier tous les intervenants pour leur coopération. Vous étiez nombreux, mine de rien, une vingtaine en fait. Donc, pour votre coopération dans la préparation de cette cérémonie que j'ai trouvée passionnante. Je remercie en particulier les membres du jury avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler. Bien sûr, je remercie évidemment l'association Josette et Maurice Audin et tous les collègues qui m'ont permis, qui m'ont incité, qui m'ont permis de m'embarquer dans cette aventure du prix Maurice Audin qui me touche beaucoup en fait, pour des raisons assez personnelles que je ne vais pas détailler ici. Et je cite pas de nom parce que j'ai peur à cette heure-ci, un petit peu avancée, de commettre un impair et je crois que les personnes que je remercie se reconnaîtront. Et pour finir, je voudrais remercier chaleureusement les équipes techniques qui, à Paris comme à Alger, ont rendu possible cette cérémonie et ont travaillé dur pour que ça marche bien. Je crois qu'on peut dire que ça a bien marché. De temps en temps, le son a été perfectible, mais disons, je pense qu'on a pu suivre les interventions. Donc, il y a l'équipe de séristes à Alger, avec qui on avait pu faire un test technique hier, et ils ont apparemment bien assuré les techniques sur place. Et puis à l'IHP, il y a des personnes un petit peu de l'ombre. Donc je pense notamment à Émilie Faure, qui est l'assistante de direction de l'IHP, qui a assuré tout le suivi des inscriptions, parce qu'on avait ce souci de ne pas pouvoir dépasser une certaine jauge sur cette licence Zoom fournie par Sorbonne Université, et qui a travaillé dur en particulier avec Henri Duvillard, qui est bibliothécaire à l'IHP, et c'est grâce à lui, c'est lui qui, avec Émilie, a fait tous les visuels que vous avez pu voir. Et puis, dans l'ombre également, il y a Florence Lajoigny, qui est apparitrice à l'IHP, qui gère en particulier cette connexion Zoom. Donc, elle était là aussi pour les tests techniques et pour faire en sorte que tout marche du mieux possible. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes pour votre participation, votre présence virtuelle, la présence sur place à Alger, et puis j'ai au plaisir de vous voir, j'espère, en vrai, bientôt, quand on sera sorti de cette crise qui nous chamboule notre vie. Voilà, merci beaucoup de votre présence, et j'espère à bientôt. Merci à tous.